Un malaise, ont été l'initié au 7e. Puis, Faut que tu places ton micro. oui. Merci. Pourquoi Jésus a-t-il existé? Ouais, c'est toute une question. On va revenir. C'est sûr? On va faire un concours de questions. Celle-là, là, pour voir un plan de les autres, là, sinon. Pourquoi Jésus a-t-il existé? On va y revenir. C'est sûr, on peut peut-être classer celle-là aussi. On mettra tout là, puis on verra tout en dernier. Pourquoi l'astral existe-t-il? Ah, c'est de la même famille. Puis allô, là, je sais pas si ça veut dire lave-toi, là, mais c'est marqué allô, là, saute, là, allô. Allô. Ah, c'était son allô. C'est ça, c'est ça. Non seulement c'est la même famille, mais c'est le même corps. On reviendra aussi. Vas-y. Qu'est-ce qui fait que l'on réfléchit presque toujours les mêmes sujets, les mêmes pensées? Qu'est-ce qui fait qu'on réfléchit toujours les mêmes sujets, les mêmes pensées? C'est que, dépendamment de ce qui nous constitue réincarnationnellement, on est nécessairement confiné à être ça. Si on est confiné à être ça, nécessairement dans notre mémoire, les seuls vestiges de nos vies passées qui se promènent, c'est celle-là. Quand une personne, on prend un exemple, toi, tu ne sais pas de qui tu es la réincarnation. À un moment donné, tu vois un film particulier à la télévision. Puis après le film, tu es sûr que tu réincarnes un des personnages ou quelque chose du genre. Psychologiquement, on va dire, ben regarde, ça c'est l'influence du film sur toi. Ce qu'on doit comprendre, c'est qu'il y en a vu bien des films. Mais le seul film qu'il reconnaît comme, c'est l'influence de tes vies sur ta vie qui fait maintenant que le film te dit quelque chose. Pourquoi on réfléchit toujours à des choses similaires? Ben, c'est exactement le même phénomène. Tout ce qui nous constitue est bâti sur quelque chose, puis c'est ça qui revient à l'intérieur de cela ici. Alors, à un moment donné, on va voir un film particulier ou on va simplement lire un livre, n'importe quoi. On en a lu plein. Ce qui nous retient l'attention, c'est ce qui déjà vient réveiller chez nous, vient restructurer, réénergiser des mémoires qui nous constituent. C'est pourquoi on reste confiné dans des traditions mais de pensée ou de réflexion. Puis le néotypage, le phénomène supramental, ce que ça permet à l'humain, c'est de pouvoir changer de point de vue régulièrement, très facilement, et là, il ne réfléchit plus les choses qui sont toujours similaires. Réflexion, c'est l'extraordinaire comme mot. C'est lorsque la lumière est réfléchie dans un miroir, elle revient. La réflexion, c'est qu'il y a de l'énergie de mémoire qui passe dans notre conscience puis qui vient réfléchir là-dedans. Nous, on ne voit pas la lumière, mais on voit ce qui est réfléchi. Notre tête, c'est le miroir. Les neurones, c'est le miroir. Alors, on peut prendre connaissance de l'image qui est dedans. Donc, on réfléchit. On ne pense pas. Réfléchir, quand on réfléchit, normalement, on ne pense pas. Quand on réfléchit, c'est relativement vite, ça se promène tout seul, il y a de l'énergie qui passe, c'est réfléchi. On accroche quelque chose comme information qu'on place quelque part, et après, on va penser là-dessus. Alors, on réfléchit les mêmes choses, c'est qu'on est relié par des canaux réincarnationnels à des mémoires qui sont les mêmes, qui sont similaires. Alors, c'est pourquoi on réfléchit souvent les mêmes phénomènes. Mais à ce moment-là, tu ne devrais pas changer d'environnement. Est-ce que ça serait pas mieux pour l'humain? Ça serait pas mieux pour l'humain à ce moment-là de changer d'environnement pour essayer de ne pas penser aux mêmes choses, quoi. Ou pouvoir y penser, mais un coup qu'ils sont réfléchis, digérés, là, quand même, tu y repenses encore. Ça dépend de ce que l'humain pense, mais bien souvent, effectivement, il faudra qu'il change d'onde de forme. Ça peut être soit changer des choses dans la maison, soit changer sa façon de marcher, de s'habiller, de parler. Il faut, à un moment donné, effectivement, si ce qui est toujours rabatté en pensée ne sert plus à rien, c'est de la réflexion manipulatrice qui ne sert absolument à rien, ça vomit dans notre tête quoi que ce soit, bien, effectivement, il y a intérêt là, à changer des choses pour que dans la pensée, ça se change. Mais une chose qu'on peut changer aussi, on peut soit attirer de nouvelles incarnations, donc ce qui va se penser sera au minimum neuf. En termes d'énergie, ça va nous amener quelque chose de neuf. La forme de pensée, on s'en fout, mais l'énergie. Mais si on ressasse les mêmes choses, on a déjà l'énergie, donc ça ne sert à rien de perdre notre temps. Et l'autre chose aussi, ça peut être en lisant. Donc, on va changer l'onde de forme à l'intérieur. Alors, si on lit ou si on parle avec d'autres individus, on va finir par mettre de nouveaux vecteurs qui vont altérer la pensée puis qui vont progressivement nous envoyer à réfléchir sur d'autres choses. À ce moment-là, si on revient à ton exemple de tantôt, la personne qui sort dans le précipice, le fait de rester avec les mêmes pensées, c'est que tu pourrais rester au même niveau, mais que tu ne décides pas de sauter. C'est ça. Mais la personne qui se met à toujours essayer de vivre d'autres expériences,
bon, c'est elle qui monte en fin de compte sa montagne et oui, tout. elle n'a pas besoin de monter pour sauter, oui. Mais si elle attend d'être à 20 pieds pour sauter et puis qu'elle réfléchit la même chose à 10 pieds, elle peut passer 15 ans à être à 10 pieds. Donc, elle ne sautera pas plus, elle attend d'être à 20 pieds. Là, c'est mieux de faire comme tu dis, au minimum, de chercher d'autres choses jusqu'à temps qu'on arrive au point culminant où ce que l'ego décide, vas-y, saute. Mais on peut s'initier différemment en comprenant la mécanique. Et ça, seuls les initiables comprennent les mécaniques. Donc, comprendre la mécanique, même si ça ne sert pas dans l'apparence immédiate, il y a des mondes parallèles, ça sert ailleurs. Comprenant la mécanique, on pourrait à un moment donné sauter. Il faut faire attention, quand je parle de sauter, c'est pas sauter en bas d'un pont. C'est un exemple, c'est pas se suicider. Puis, comment est-ce que tu appellerais la personne qui, elle, au lieu de sauter, descend? Elle n'essaie pas de monter, elle descend tranquillement. Elle essaie de descendre tranquillement. Ça, c'est une personne qui est en break, qui est en repos. Au lieu de sauter, les personnes âgées font ça souvent. Alors, à un moment donné, là, ils vont plus chercher rien de neuf. Et puis, le karma, maintenant, ils se le pardonnent eux-mêmes, etc. Puis là, ils commencent à essayer de revivre le passé, donc ils redescendent de la montagne. Ce sont des personnes qui, normalement, ne vont pas à s'initier. C'est des personnes qui sont en repos. Mais ça a une valeur. Ça a la même valeur que celle-là qui saute. Au moins, elle descend, elle ne se teigne pas. Non. Elle bouge son corps. Non, ça, oui. Si on parle, mettons que le mouvement serait important, oui, mais le mouvement n'est pas important. Parce que de toute façon, l'espace-temps, c'est une illusion. Et ce que la personne doit faire, disons, c'est arriver en bas dans l'eau. Elle est sur la montagne. Elle se fait une montagne pour méritoirement sauter plus haut. Ouais. Si elle redescend sur le plateau, donc elle ne touchera jamais l'eau, ce qui fait qu'on n'en est pas là. Surtout que son ego est constitué que dans la prochaine vie, elle va encore se rebâtir une montagne. Alors, il est bien mieux de rester là. Ça a une certaine forme de mérite en ce sens que ce qu'elle va ôter pour descendre sa montagne, souvent elle le donne à d'autres qui vont s'en servir. Forme d'héritage énergétique. Mais l'être humain, ce qu'il devrait faire, c'est pas en ôter, c'est pas en mettre non plus. C'est s'arranger simplement pour finir par descendre s'il est prêt à descendre. Sinon, qu'il rentre dans une croyance puis qu'il s'y confine. Oui, OK. Mais le contact avec là, à ce moment-là, cette personne-là, il n'y a pas de danger qu'elle souffre d'hypothermie. Est-ce qu'elle est ajustée à cette eau-là? Celle qui va sauter, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce qu'elle ne pourra pas sauter. Il y a trop de mécanismes qui font qu'elle ne peut pas sauter. Elle va être rejetée, elle va rebondir, il n'y a rien à faire. Elle ne pourra pas rentrer dans l'eau si elle n'est pas prête. Il peut s'arriver des accidents? Il peut toujours arriver des accidents. Une personne peut-tu tomber? Ça peut arriver. C'est jamais arrivé jusqu'à date. Puis une personne qui tombe là-dedans, c'est nager automatiquement? Si elle tombe là-dedans, oui. Parce que comme je te dis, c'est qu'elle ne se rapprochera même pas du précipice si elle n'est pas prête à s'en approcher. Ça fait partie de la mécanique qui ne s'apprend pas. Si la mécanique s'apprendrait, il pourrait y avoir des accidents, justement, comme tu dis là, parce qu'un ego pourrait finir par se dire, tiens, je vais aller en pleine forêt, et puis après ça, je vais massacrer tout ce qui est là, je vais me trancher les deux poignets, et après ça, je vais dire, Dieu, si t'existes, sauve-moi. Bon, puis la meurt. Elle n'était pas prête. Sauf que là, elle a appris une mécanique. Et dans l'apprentissage des mécaniques initiatiques, ça peut arriver quand les individus ont trop d'ego. C'est pourquoi on en parle uniquement devant des gens qui sont relativement solides pour ne pas tenter d'appliquer sans que ça vienne tout seul. Mais en même temps, c'est pourquoi aussi, tout à l'heure, j'ai expliqué que je ne veux pas tout décrire la mécanique initiatique, justement pour éviter qu'un individu s'en aille jouer la mécanique initiatique, alors qu'il sera prêt s'il le sait. Et s'il le sait, ça va provenir de lui-même. Donc, si ça provient de lui-même, il n'y est jamais arrivé d'accident. Il existe-tu des tours guidés ou bien des cours par correspondance pour ça? Oui. Oui, mais encore une fois, c'est que c'est un langage qui reste à décrypter. Autrement dit, tu vas, par exemple, recevoir des... La première partie du cours, ça va surtout être de te confirmer des choses. Autrement dit, c'est te donner juste l'énergie qu'il faut pour solidifier ce que tu sais déjà. Donc, c'est un peu comme si on te donnait ce qu'il fallait pour que tu fasses taire ton ego. Mais on ne t'a pas amené d'informations. Alors, tu me demandes, par exemple, est-ce que c'est le rouge ou le bleu, selon toi? Ben, c'est le bleu. Tout se peut. À un moment donné, tu vas dire, c'est le rouge. Ça a bien de l'allure. C'est une confirmation dans les deux cas. Mais il y en a une qui est plus directionnelle que l'autre, puis juste insuffisamment pour que si tu n'es pas prêt, tu ne le sauras pas plus. Si tu es prêt, tu le sais déjà, puis il te faut juste un petit peu d'énergie pour confirmer. Mais il n'y a personne qui va te dire, prends le chemin rouge, fais ceci, fais cela. Pourquoi? Parce que pour certains, c'est le bleu, on pourra te confirmer. Pour d'autres, c'est le rouge, on pourra te confirmer. Exemple, tu viens me voir pour que je te confirme l'avantage que j'ai, la problématique que ton ego a, c'est que moi, je ne le sais pas plus que toi tant que toi, tu ne le sais pas. Tout ce que je peux faire, c'est te confirmer, mais je ne peux pas t'enseigner. Alors, quand tu viens me voir me dire, est-ce que je devrais prendre le rouge ou le bleu, je ne le sais pas. Alors, moi, je vais te répondre, donc, ce que je sais, ça va être, toi, qu'est-ce que tu en penses? Alors, je te remets ton karma sur ton dos.
Là, tu vas me dire, ben moi, je prendrais le rouge. Mais là, en vibrant tout ce que tu es, je sens que... Fait que là, moi, je vais te répondre, fais ce que tu veux. Le rouge ou le bleu, pour toi, c'est la même affaire. Juste suffisamment. La journée que tu le sais, c'est le rouge que je devrais prendre. Moi, je peux répondre, effectivement, c'est le rouge que je devrais prendre. Mais je le sens en même temps que toi. Mais je peux servir de confirmeur. C'est tout. Et c'est un avantage sur mon côté. Je ne peux pas me tromper. C'est un inconvénient pour bien des égos qui me disent « Ouais, mais tu devrais nous le dire. » Je ne tiens même pas à le savoir. On le saura ensemble, il n'y aura pas de problème. Mais effectivement, pour une personne qui va vers l'initiation, il y a des cours par correspondance, la confirmation. Et l'autre cours par correspondance, c'est le dialogue d'initiable à initiable ou d'initié à initié, qui va faire en sorte que ça engendre des synergies. La synergie de communication va faire en sorte que tout le monde monte au même niveau. Alors, on pourra s'auto-confirmer. Mais là, il y a un cours, c'est-à-dire qu'on jase. Mais je connais la réponse à ta question uniquement quand tu connaîtras convenablement ta question. Un non-initiable au contact d'initiable, est-ce qu'il peut... Normalement, il va par imprégnation monter en potentiel énergétique, mais il ne voudra pas se rapprocher de l'initiation tant qu'il ne sera pas sur son propre chemin. Mais il voudra nécessairement suivre. Exemple, tu vas dans le bois pour parler à un chef incarné, une personne pourra dire « Je peux y aller avec toi ?» Mais toi, si tu es sérieux dans ce que tu vas faire, pas tu te prends pas au sérieux, mais tu es sérieux dans ce que tu vas faire, tu vas regarder les non-initiables, puis tu vas dire « Non, va cueillir des fraises. » Puis si elle s'approche de toi, de toute façon, ta mécanique préservatrice va faire en sorte que ça n'y a rien qui va fonctionner. Ni en danger, ni en bien. Ça leur a manqué, l'autre était là. D'accord. Et qu'est-ce qui détermine que l'on a propriété de réfléchir? Par exemple, l'ère des dinosaures ou l'an 2023. C'est regardez la première partie. Bon. Qu'est-ce qui détermine qu'on peut réfléchir l'ère préhistorique ou l'avenir, le passé ou l'avenir, que ça peut être réfléchi chez soi? Ça dépend uniquement... Vous savez une chose, c'est que c'est comme une plaque photographique. On réfléchit tout. Mais qu'est-ce que notre conscience parvient à décoder sur la plaque où il y a la réflexion? Ça dépend de ce que nous réincarnons. Ça dépend de ce que nous avons besoin comme information. Donc, c'est notre plan de vie qui détermine ce qu'on réfléchit. Et notre plan de vie est déterminé par notre conscience. Si la conscience n'est pas le contrôleur du corps physique, c'est la conscience collective, l'âme de groupe. Alors donc, c'est le phénomène de la manipulation, de la génétique, les réincarnations qui déterminent ce qu'on va réfléchir. Si la conscience commence à individualiser le comportement évolutif de l'individu, donc de l'être humain, c'est donc ce que la conscience a besoin. Comme élément énergétique, je répète que la forme, donc la pensée, la parole, etc., la forme contient de l'énergie. Ce que votre conscience aura besoin comme énergie, elle le prendra dans certaines formes. Cette énergie-là doit être une énergie correspondante à ce qui s'est passé disons, 100 millions d'années. Eh bien, c'est là-dedans qu'on va réfléchir. En réalité, on ne fait que prendre... Nous, on pense qu'on prend de l'information, on prend de l'énergie. Vers l'âge de 14 ans, j'ai expérimenté la parole juste et la transparence. Ça a duré 2 heures. La non-résistance aux événements par mon mari. Par mon mot. Anyway. Pour l'Esprit Saint. Mais je n'ai pu supporter tout cela. On m'a embêté alors. On m'embêtait alors. Ce que vous devez comprendre, c'est que premièrement, de temps en temps, il y a des contacts ectopiques entre l'Esprit Saint, donc intelligence supramentale, et certains individus. Ces contacts ectopiques veut dire très rares et non prévisibles par le monde de la mort. Les contacts très rares et non prévisibles par le monde de la mort sont des contacts qui ont une utilité, c'est celle de placer dans le monde de la mort, dans la mémoire, l'expérience de la présence de l'intelligence supramentale dans la sphère humaine. Alors, la personne perd le contact par la suite uniquement parce que ce n'était pas son plan de vie à l'époque de conserver le contact, mais c'était le plan de vie de sa collectivité, qu'à travers la collectivité génétique, une personne ait de temps en temps un contact radical, ouvert et bien, avec le plan supramental, de façon à laisser des traces dans l'astral collectif de ce que cette mécanique se peut. C'est pourquoi par la suite, il y a eu la perte du contact et par la suite, on peut découvrir comment on vient nous achaler ou etc. Mais on nous achalait déjà avant. Avec le contact, on est quand même 1 ou 2 degrés plus haut qu'avant. Mais le contact n'est pas un contact qui a été engendré par notre évolution. C'est un contact qui est engendré par l'évolution de la collectivité.
Il y a une question qui suit à ça qui est intéressante. Là. Pourquoi me permettre d'expérimenter la parole juste et la transparence sans l'énergie nécessaire pour supporter cela? Justement, comme je viens de le dire, pour placer une mémoire dans le monde de la mort de façon à ce que ça soit su. Un jour, encore une fois, vous aurez encore ce contact, mais cette fois-ci, il sera génétiquement ou cellulairement ou énergétiquement bâti par votre plan de vie. Vu mes fonctions cosmiques et de la place de l'énergie, j'ai l'impression que je la place parfois trop. Exemple, quand je donne une poignée de main à un homme ou une femme d'affaires, ils désirent plus prospérer aussi. Ils disent souvent que je dégage beaucoup d'énergie. Mais moi, je constate que je m'appauvris financièrement et physiquement. J'aimerais fermer les effluves pour me permettre d'accumuler un peu de cette énergie. Je ne sais comment faire. Une solution pour ça. La solution, c'est d'évoluer. La personne, même si elle ne donne plus de poignée de main, ou etc. Moi aussi, j'ai beaucoup d'énergie, j'en dégage suffisamment. Je me suis fait dire longtemps que je manipulais tout le monde, uniquement parce que j'ai juste à être là, puis ils sont manipulés. Puis finalement, j'ai même pas besoin d'être là, puis ils se manipulent tout seuls parce que je suis pas là. Bon. Ce n'est pas un défaut que de dégager de l'énergie, c'est même une qualité. La seule chose qu'il y a, c'est que la personne, elle doit découvrir les mécaniques qu'elle n'applique pas, qui font que, justement, elle va s'appauvrir, elle va vers la corde raide. Donc, elle est une personne qui fait encore partie des lois régissant les martyrs de la transition supramentale. Ça ne veut pas dire qu'elle restera au MTS, mais ça veut dire, comme tous ceux que j'ai connus qui se sont conscientisés jusqu'à date, à un moment donné, ils perdent à peu près tout ce que le karma et tout ce que l'air du poisson leur a donné. Ils se purgent là-dedans, et par la suite, ils vont rebâtir vers de l'intelligence, vers l'air du Verseau, en fonction de ce que les néotypes vont leur amener. Ça devient à peu près évident qu'à un moment donné, vous devez changer d'onde de forme, mais le karma assujetti à tout ce que vous avez ramassé avant, votre lucide conscientisation est souvent un énorme poids. C'est pourquoi la majorité des personnes perdent à peu près tout ce qu'ils avaient pour, par la suite, recommencer à bâtir dans des structures qui sont aquariennes, c'est-à-dire qui sont reliées au Verseau, et qui ne sont pas entachées d'un karma. Le truc, évoluer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire appliquer plein de choses que j'ai dites depuis 5 ans. Ça ne veut pas dire d'écouter les 50 cassettes que j'ai faites. Quand vous êtes rendu à la dernière, vous vous rappelleriez plus ce que j'ai dit au début. Mais dans l'essence, on comprend ce que c'est. Sinon, à un moment donné, il faudra qu'on pose juste des questions plus claires pour que, là encore, une chose qui peut être extrêmement faisable, c'est de refaire le séminaire. J'en ai un prochainement. En refaisant le séminaire, eh bien là, on pourra aller rechercher exactement les éléments qu'on a besoin pour comprendre ce qui s'applique dans notre évolution, plutôt que d'écouter 50 cassettes. La personne qui perd tout, qu'elle soit consciente de ça là, ou pas, est-ce qu'elle va arriver au même point ensuite? La personne qui perd tout, là, qui se dit, bon, en fin de compte, je viens d'apprendre ou c'est une leçon pour moi, est-ce qu'elle va arriver au même point si elle en est consciente ou pas? Non, si elle est consciente, elle va normalement descendre beaucoup moins bas. C'est-à-dire que sa conscience va être capable de transmuer le karma attaché à ce qu'elle a. Donc, tant qu'il y a du karma non transmué, elle le perdra pour se purifier et purifier son plan de vie. Elle ne comprendra pas ce qu'elle entend par purifier, mais purifier le plan de vie. Ce qui vient par la suite devra lui rester, donc ne devra pas être entaché de mécanique du passé. Plus elle est consciente et plus elle tend à appliquer sa conscience, autrement dit, si la conscience lui sert à quelque chose dans la vie, plus elle pardonne son karma, donc ce qui lui reste, lui restera. La personne qui est conscientisable, mais qui n'a pas la conscience que ce qui se passe autour d'elle est un baromètre de l'évolution, intimement relié à sa capacité d'appliquer, moins elle applique, plus ça descend. Si elle n'en est pas consciente, elle va descendre jusqu'à temps que la conscience commence à s'établir. OK. Une personne qui se rend compte qu'il y a beaucoup de karma, là, puis ouais, ça va être long pour les prochaines années. Est-ce qu'elle peut aller, je sais pas, aller dans travailler en Afrique, là, puis aider les pauvres, puis ça va-tu alléger son karma plus rapidement? Première chose qu'elle devra faire, c'est prendre tout ce qu'elle a, puis le remettre entre les mains de quelqu'un d'autre. Autrement dit, moi, je prends tout ce que j'ai, je te le donne, dans l'espoir que quand je reviendrai, tu me le donneras. Donc, j'ai confiance. Si tu ne me le donnes pas, tant pis, ça devait partir aussi. Mais je prends tout ce que j'ai, je m'en débarrasse. Donc, ça, je ne peux plus le perdre. C'est perdu. Sauf que la journée que je vais revenir avec un karma blanc, bien là, tu me le redonnes, puis je ne repars pas à zéro. Alors, il y a des personnes qui ont fait ça avec Investors. Ils ont placé, par exemple, 5, 10, 15 000 dans Investors. Et souvent, certaines personnes me disaient, de toute façon, je passe mon temps à le dépenser, fait que j'aime autant le placer là. Un an après, certaines personnes avaient maintenant besoin d'argent. Ils l'ont repris.
Certaines l'ont repris et ils ne l'auraient pas, ça fait longtemps, puis ils n'auraient rien en échange s'ils l'auraient gardé. Certains le reprennent, alors on le remet. C'est pas une prison, on le remet. Et puis, quelques mois après, ben là, ils l'ont fini. Eux n'ont pas eu la capacité psychologique de supporter l'idée qu'ils avaient encore accès à de l'énergie, alors qu'ils auraient dû la laisser là. Alors que quelques autres personnes qui, à un moment donné, eux, ont essayé, ils ont emprunté, puis finalement, ça n'allait pas. Et ils ont demandé s'ils pouvaient racheter, si Investor pouvait racheter leur action. Et c'était oui. On leur expliquait en même temps. Ils comprenaient qu'effectivement, c'était mieux qu'eux, et ils l'ont laissé là. Les personnes descendent. Quand elles sont rendues au fin fond du bas, ils ne peuvent plus perdre parce qu'ils n'ont plus rien à perdre. S'ils vont emprunter, quelqu'un leur prête, ils vont continuer à descendre parce qu'ils doivent mettre l'autre à terre. C'est-à-dire qu'ils peuvent continuer à emprunter tant que l'autre a de l'argent. Si l'autre décide qu'il ne prête plus, ils sont rendus au fond. S'ils décident qu'ils continuent à prêter, ils vont continuer à descendre, l'amenant à l'autre aussi. Quand l'autre n'a plus rien prêté, ils sont rendus au fond. C'est une mécanique qui peut durer longtemps. L'individu, donc, ce qu'il devrait faire, ce serait probablement de prendre la majorité de ce qu'il a et s'en départir. Donc, le placer. Pas en banque, le placer quelque part où énergétiquement, c'est à lui, mais c'est plus trop à lui. C'est-à-dire que si, par exemple, tu achètes une action ou tu le places en banque pour 5 ans, ben, tu pourras au moins pas y toucher avant 5 ans. Tu peux dire, oui, je peux toucher, mais je perds mon intérêt. Il faut s'arranger pour être suffisamment puissant pour ne pas y toucher, ou s'arranger pour être hétérodisciplinaire, le placer quelque part où on ne pourra pas y toucher. Alors, au minimum, on ne le perd pas. Après, est-ce qu'il y a intérêt, justement, à aller en Afrique pour aller travailler avec les gens là-bas, pour aller payer du karma? Il y a effectivement intérêt, par la suite, à s'arranger pour se départir du karma qui nous reste, mais il faut faire attention. L'individu qui consciemment, il n'y a pas besoin de donner en Afrique, il y a en masse à faire ici, l'individu qui consciemment se départit de son karma en échange d'un karma blanc règle énormément de problèmes. Et la question est intéressante parce qu'à un moment donné, moi, quand j'ai commencé à faire de l'ambulance, on était payé au salaire minimum. On était payé, il y avait 2 ou 3 heures par jour de travail qu'on n'était pas payé parce qu'il fallait préparer l'ambulance et on ne nous payait pas. Quand on revenait le soir avec l'ambulance, on n'était pas payé non plus. Si on salissait notre linge, c'était à nos frais, on n'a pas d'uniforme payé, mais ils exigeaient des uniformes. En tout cas, c'est une saloperie. Et l'ego me pose la question, pourquoi tu continues à faire ça? C'est plaisant, mais Christy, tu t'en sortiras jamais financièrement. Et la réponse qui était la plus évidente, c'est que là, je sauve des vies, je sauve des blessures, j'aide psychologiquement et physiquement les gens, je les remonte énergétiquement. Bref, je suis en train de payer énormément de karma en quelques années de travail d'ambulancier. Du karma en banque. Oui. Et quand j'ai eu suffisamment éliminé une grande partie du karma, eh bien là, j'ai rencontré un individu qui m'en a fait voir une autre sorte. Et puis, j'ai laissé le métier d'ambulancier, j'ai commencé à faire des conférences. Et c'est donc effectivement une très bonne façon d'éliminer du karma. Mais si de prime abord, tu as comme un coup de préparé, puis tu fais des choses en quelque sorte de façon à ce que tu accumules, que tu mets du karma en banque pour justement couper le coup ensuite. Est-ce que tu peux faire ça? Est-ce que ça... C'est pas le jeu de l'ego, oui. Oui, OK. C'est comme Michel dit souvent, c'est trop subtil. Oui. Ben oui. Si c'est pas le jeu de l'ego, pas de problème. L'individu qui fait ça égoïquement en se disant « à crime, moi, les mots de chien non, il ramasse du karma. C'est pour ça que je t'expliquais, par exemple, il y a beaucoup de personnes qui font du bénévolat, mais eux se ramassent du karma. C'est un karma qui est gris, donc autant noir que blanc. Mais ils auront à un moment donné à remettre aussi parce qu'ils vont prendre inconsciemment du bonheur sur la souffrance d'autrui. Bon. Alors, ils aident collectivement, socialement. Ça améliore la condition de la race humaine. Mais eux ramassent aussi un karma là-dessus. Alors que toi, par exemple, qui est d'un autre niveau, tu vas faire ce genre de travail-là, tu le fais esthétiquement, donc c'est le mental qui domine, donc tu le fais au mieux de tes capacités. Tu énergises les gens, tu n'en retireras pas de profit. Pas si tu y vas consciemment. N'en retirant pas de profit, tu t'absous d'un karma. Alors, il y a une grosse nuance entre l'un et l'autre. Les gens que tu vas toucher vont être beaucoup mieux aidés que le bénévole va le faire parce que tu leur laisses 100%, tu ne prends rien, tu ne fais que donner. Là, oui, ça va. Mais l'individu qui le fait inconsciemment, non, parce qu'il tire du profit, et on ne l'est pas. Qui êtes-vous, M. Kemp? Oh, j'ai pas encore. Prends ton corps et bouge. Qui prend le corps et le bouge? Est-ce le lève-toi et marche du Nazaréen? Ah oui, c'est la même chose. Mais là, c'est le prends ton corps et bouge de Daniel Kemp. C'est pas la même chose? C'est ça que je dis. Ah, OK. Deux êtres humains issus d'une même mère
peuvent-ils tous les deux faire une partie du groupe des chefs? Oh là là! S'il passe au... ouais. C'est ça. C'est ça. Si le dossier passe à l'inspection. Une question pour toi, M. Kemp. Lorsque Jésus dit « Je vomis les idées », ou les tièdes, en tout cas, parle-t-il de ceux dont la conscience supramentale est encore très peu manifestée et qui ne peuvent pas encore prendre leur corps et le bouger? Sinon, quoi d'autre? C'est pas idée. Ben, c'est ça que je te demande. Là. Ah, OK. Il parle de tout ce qui, habitant l'humain, fait partie des structures qui se rappellent l'évolution et qui ont été totalement colorées par les idéologies divines qui font en sorte que l'être humain se croit déchu. Il vomit la moitié de l'humanité, mais pas la moitié de l'humanité en ce sens en tant que nombre, mais la moitié de chaque être humain. C'est une expression très spirituelle de la colère mentale, de la friction entre notre vision d'intelligence à côté à la vision et à la perception astrale de ce qui se passe. Quand Michel disait à un moment donné qu'il y a des choses qui nous arrivent, c'est totalement stupide, il y a toujours des raisons intelligentes pour que ça arrive. Quand on vomit comme cela, c'est que là, il y a l'expression de la friction, c'est la colère mentale, de la friction entre l'intelligence et l'esthétisme, qui est toujours confinée à devoir attendre pour qu'on laisse passer l'inintelligence et le lait. Alors, c'est une réaction c'est de la latence. Humano-christique. Est-ce que quelqu'un de mutable n'est pas déjà quelqu'un de muté? Oui. Oui? OK. Bon, c'est ça. Mais c'est nous, évidemment. Ça fait en ligne... OK. Oui, parce que tout est accompli, mais l'individu qui se dit, c'est comme je le répète, l'avion qui est potentiel. Dans la tête des créateurs, l'avion est terminé. Mais que l'avion n'essaie pas de s'envoler, va s'écraser. Mais dans la tête de... Tu pilotes un hélicoptère, toi, on ôte les rotors pour les réparer. Dans la tête du mécanicien, il va les remettre. Mais pas l'hélicoptère tout de suite. Surtout si c'est le rotor qui est en arrière. Ça va du fil à retordre. Alors, c'est oui et c'est non. C'est effectivement vrai, c'est pour ça tout à l'heure je t'expliquais que les accidents, il n'y en a pas. Donc, l'initiable est des fois initié. Mais où? Quelque part ailleurs dans les dimensions. On parle de temps et d'espace, si tu veux, puis quelque part ailleurs. Mais en attendant, le véhicule de la mémoire, la créature du temps, n'est pas initié encore, elle est initiable. Il y a rarement des accidents, en ce sens qu'il n'y en a pas, sauf si un individu est bâti pour aller se casser la gueule. C'est pas un accident, mais on pourrait appeler ça un accident. Mais en termes d'initiables, non, ils réussissent tout, mais ils ne peuvent pas aller plus vite que ce qu'ils peuvent faire, et ça dépend de ce que la conscience fait chez eux. L'individu qui peut prendre son corps et le bouger, il y aura des moments donnés où il ne pourra pas le bouger le corps. Puis à un moment donné, il pourra le bouger. Il y aura donc placé des choses à l'intérieur, il n'y aura pas de problème. Mais effectivement, l'initiable est un initié, sauf que c'est une vision cosmique totalement vraie. Dans la réalité planétaire, c'est totalement faux. Et on doit présentement continuer à avancer avec la réalité planétaire, supportée par la vision et la compréhension de la réalité cosmique. On ne doit pas vouloir appliquer la réalité cosmique ici. Ça ne s'applique pas. Donc, ce serait de la foi et de la volonté. Puis ça s'apprend-tu à quelque part? Quoi donc? La volonté, la foi. Oui, il y a en masse d'écoles, de sectes, etc. pour t'enseigner la foi et la volonté, mais toi, tu es allergique à ça. Qu'est-ce que ça veut dire lorsque j'ai l'impression d'être vieille? Je me sens vieilli et j'ai le corps qui vieillit vite. Ben, ça veut probablement dire que ça vieillit vite. Oui. Manque d'exercice, peut-être? C'est justement ce que j'allais dire, et c'est moi qui fais la conférence, c'est bien. Tu seras énergiopathe une autre fois. Oui, la personne, elle doit commencer à vivre en jeune, donc elle doit commencer à faire de l'exercice. Je ne parle pas juste d'un exercice mécanique pour entretenir le corps, je parle de se plaire, de s'amuser à faire de l'exercice. On n'a pas le corps pour courir, on a toujours le corps pour commencer à apprendre à courir. Alors, c'est justement ce qui lui manque, c'est de l'exercice psychophysique.
C'est tout? J'arrive pas à la même chose, en tout cas. Bon. Est-ce que deux personnes doivent souffrir plus intensément et se laisser en un mois, ou prendre 6 mois et souffrir moins? Ils devraient se laisser, s'ils ont se laisser, sans souffrir, puis ils devraient rester ensemble, s'ils ont resté ensemble, sans souffrir. C'est évident, c'est évident. Tu parles d'intraterrestres. Moi? Oui, c'est ce qu'ils disent. Cela a-t-il un rapport avec la Terre creuse? Ce monde est-il accessible? Et où sont les entrées intéressantes? Intéressantes, ok, je pensais que c'était intéressant. Pour ceux qui veulent s'y rendre, bon, ben, faut que tu apprennes à nager. Oh. Sinon, genre ta barouette. C'est pourquoi faire facile quand on peut faire difficile. Bon, la Terre creuse et les intraterrestres, c'est exactement la même chose. La Terre creuse, c'est le monde où vivent les intraterrestres. Par contre, il y a plusieurs terres creuses. Ou si vous préférez, il y a plusieurs trous dans la Terre. La Terre creuse, géologiquement, matériellement, n'est pas creuse comme on peut le concevoir ésotériquement. C'est dans le monde vital qu'elle est creuse. Dans une partie de la Terre creuse, il y a l'Agartha, il y a Shambhala, il y a la cité des maîtres du monde. Mais la grande majorité de ce qui habite le centre, donc la Terre creuse, c'est les mémoires infernales, celles qui ont prévalu lors du refroidissement de la Terre, tout ce qui a été emprisonné à l'intérieur. Ça reste chaud, ça se mémorise bien. Il y a à travers cela des intraterrestres qui, à un moment donné, sont allés habiter des cavernes pendant que la Terre se refroidissait. Et il y a eu des gaz. Les gaz ont solidifié, ont fait en sorte que se solidifient d'immenses cavernes, d'immenses grottes, d'immenses cathédrales. Et il y a dans ces trous des cités complètes. Quand on parle de Terre creuse, on doit donc mélanger tous les phénomènes au complet, en sachant qu'on parle aussi de mondes parallèles. Exactement comme sous le Sphinx de Gizeh et sous la Grande Pyramide, il y a des temples initiatiques égyptiens, que certains Rose-Croix se servent encore aujourd'hui. Sauf que si vous creusez en dessous, jamais vous ne les trouverez. Ils existent dans le monde astral. Mais ils existent, mais dans le monde astral. Pour celui qui ne fonctionne qu'à partir du cortex de l'hémisphère cartésien, celui qui ne peut se fier qu'au sens physique, ça n'existe pas. Pour celui qui fonctionne à partir de l'hémisphère qui est intuitif, celui qui fonctionne à partir des perceptions astrales et vitales, ça existera. Donc la Terre creuse, quand on parle d'intraterrestres, effectivement, ils vivent sous la Terre. Quand on parle de Terre creuse en termes ésotériques, on ne parle pas du domaine des intraterrestres, on parle du domaine des maîtres du monde. Par contre, les maîtres du monde ont été intimement colorés par la mécanique intraterrestre, et on parle surtout de l'enfer. Donc on parle de deux cités ésotériques, mystiques, Shambhala et l'Agartha, l'une noire, l'autre blanche. Pour celui qui se conscientise, l'une noire, l'autre grise. Puis, pour les gens qui ont pas à craindre les intraterrestres, est-ce qu'il faut les craindre? On ne doit craindre personne. Oui. Mais on ne doit faire confiance à personne. On doit être dans son énergie. Un vrai guerrier n'a pas à se battre, donc il n'a pas à craindre. Craindre, en plus, cela veut dire respecter par obligation. Est-ce que certaines C'est personnes... préférable que tu aies peur que tu craignes. Oui, mais est-ce qu'il y a certaines personnes qui doivent craindre? Oui. 98% de l'humanité. Puis à ce moment-là, est-ce que on peut se servir de ces intraterrestres-là? Est-ce qu'on doit les utiliser? On va les utiliser. On va, nous allons? Oui, on peut faire des sacoches, on peut faire... en peau d'intraterrestre. Faire des habits de plongée pour aller voir, c'est ça. Ouais. On va les utiliser, c'est évident. Ils font partie de la mécanique ascensionnelle de l'humain, sauf qu'ils procèdent d'une façon différente. Est-ce qu'ils nous utilisent ou utilisent? Ouais. Ils ont ramassé la masse de karma. Ils utilisent l'humanité et ses industries, sa science depuis belle lurette, même un peu avant. Alors, à un moment donné, nous allons les utiliser, mais il faut faire attention, c'est qu'on ne les utilisera pas dans le sens où on va se venger. On ne fera pas comme la race noire dominant la race blanche domine la race noire après, à cause que... Un serpent qu'un porc-épic, un rouleau de barbelé, Oui, c'est ça. Alors, on va les utiliser, parce qu'ils seront utilisables comme 98% du reste de l'humanité. Mais pas dans un but vengeresse. Un jour allié, peut-être? Oui, c'est officiel, ça. Mais ça va leur prendre un bout de temps, parce qu'ils ont des inhibitions totales. Ils ont tellement peur. Ils connaissent l'humain comme l'humain était.
Alors, il y a de quoi... Ou, oui. Ou qu'est-ce qui voit le plus gros, en fin de compte, qu'est-ce qui ressort le plus de l'humain. Et chaque fois qu'il rentre en contact avec des humains, c'est toujours avec des personnes facilement manipulables. Des personnes spirituelles, des personnes qui font partie des lois archangéliques. Donc, ils n'ont pas une... Ils ne te connaissent pas, ils ne me connaissent pas. Mais à ce moment-là, pourquoi, comme au Québec, là, vu que c'est un peu différent, disons beaucoup différent, qu'on est si près de d'autres, sans les nommer, les États-Unis, là, qui sont, eux, totalement l'inverse de nous, avec multiples religions et tout. Puis pourquoi c'est si proche? Pourquoi, en fin de compte, c'est-tu les inverses de polarité, là, à ce moment-là, encore? C'est une explication qui est convenable. C'est-à-dire que là où tu as un paradis, dans le monde planétaire, tu dois toujours l'entourer d'un enfer. Bon, on ne peut pas dire que le Québec est le paradis, les Américains c'est l'enfer, mais on parle de polarité, effectivement, c'est cela. Par contre, ce qui arrive, c'est que l'Amérique est l'endroit de prédilection des races neuves. L'Amérique, ce n'est pas les États-Unis, c'est le Canada et les États-Unis. Le Québec est la partie pour l'actuelle naissance de la sixième race mère. C'est le Québec politique, qui est le Québec ésotérique, qui est l'endroit parfait pour cela, qui est une grande partie du bouclier canadien. Les Américains, eux, ont pour fonction de récupérer le maximum de spiritualité planétaire qui aurait tendance à vouloir s'installer sur la terre promise, le Québec. C'est pourquoi les États-Unis auront en majorité, et on a ça surtout au niveau de Los Angeles et puis San Francisco, mais la majorité des États-Unis vont ramasser tout ce qui peut être de la spiritualité d'énergie supramentale. Alors, de temps en temps, on va découvrir, par exemple, des mécaniques qui sont apparemment très supramentales, mais dont le vocabulaire, ou dont la forme, ou dont la structure qui va faire que les gens vont venir est intimement spirituelle. Effectivement, tout ce qui peut colorer la supramentalisation et surtout drainer vers les États-Unis et le Canada, les cantons de l'Est, tout ce qui est de la spiritualité de supramentalisation va aussi être drainé vers cela, pour libérer au maximum la conscience lucide de ce qui va s'incarner en agglomérat spirituel dans les individus qui vont être au Québec. Donc, il y a effectivement le phénomène de polarité qu'on va rencontrer, mais il existe uniquement parce qu'il n'y a pas suffisamment de stabilité dans la conscience supramentale à l'échelle planétaire pour démolir, c'est-à-dire digérer et interdire la dualité. Eux autres, ce qu'ils captent, en fin de compte, c'est que notre antenne est mal orientée. Ce qu'ils captent, c'est ce qu'on ne réussit pas à capter, ou c'est ce qu'ils captent, c'est les ondes qui ne sont pas nécessaires à nous. Ben, c'est tout ça au complet, plus ils vont aussi récupérer ce que nous allons rejeter. L'évolution de l'animal humain se fait surtout parce qu'il y a du blanc et du noir, puis on rejette un peu de noir, c'est plus blanc, on rejette du noir, c'est plus blanc, mais le noir se finit par s'allier quelque part. Alors, si on rejette de la spiritualité, on fait grimper la spiritualité ailleurs. Si on rejette la violence, on fait grimper la violence ailleurs. Et ça, c'est ce qui va engendrer la certitude de la dualité du monde planétaire. Et il y aura toujours du bien et du mal. C'est l'idée, c'est ce qui va engendrer la certitude chez l'humain. Mais tant qu'on n'est pas suffisamment puissant pour digérer le noir, donc le mal, nécessairement, plus le bien monte, plus le mal monte à l'opposé, parce que le bien, c'est on rejette le mal se nourrit. Plus il y a des peuples pacifiques, plus ils doivent se préparer à se battre contre les autres peuples. Parce que plus ils sont pacifiques, plus les autres deviennent belligérants. Les États-Unis ont énormément de rôles à jouer, les États-Unis d'Amérique. Ils ont un rôle de préservation de l'intégrité spirituelle, c'est-à-dire qu'ils vont à un moment donné être le siège allié de l'URSS, ils vont être capables de supporter l'enseignement d'un Québec. Je parle ésotériquement. Ils seront, disons que finalement, dans les années qui vont venir, le Québec va être la substance la plus supramentalisée qui sera prête à venir sur l'échelle planétaire, mais tellement puissante qu'elle ne sera pas capable de s'ajuster à l'animal humain planétaire. Et une partie de l'Union soviétique va servir à prédigérer le Québec pour le transmettre au reste de la planète. Et les États-Unis d'Amérique feront la même chose. Est-ce que ça serait déménageable dans le sens où, présentement, c'est ici au Québec? Est-ce que si le peuple bouge, ou est-ce que c'est la Terre, ou c'est le peuple, ou c'est les deux? C'est les deux. Est-ce que ça n'a pas été situé avant dans le continent européen, ça? Oui, c'est-à-dire que normalement, c'est situé dans le continent européen en deuxième vague. C'est-à-dire que normalement, les races naissent sur le Québec, et normalement, comme la dernière fois, la migration s'est faite vers l'Europe. Donc, la majorité de tout ce qui a donné naissance solidement à la race indo-européenne, donc la race blanche, la cinquième race mère, provient de l'Europe. Mais elle est venue au monde sur la Terre Blanche, c'est-à-dire sur le mont Mérou, sur le Québec ésotérique, sur le bouclier canadien.
Un peu avant, c'était en Atlantide, donc vers l'Amérique centrale, que ça s'est fait. Mais la dernière fois, c'est fait en Europe. Présentement, ça va se faire probablement, encore une fois, vers les Amériques. Et ça peut aussi très bien se faire sur une autre planète, comme ça peut très bien se faire à l'échelle complète de la planète Terre. Mais l'Europe a eu un rôle à jouer, mais ça date. Oui, c'est le dernier à avoir eu ce rôle majeur à jouer, mais il était celui qui supportait ce qui était venu au monde sur le Québec de l'époque. Donc, c'est ça, ça a pris naissance là, ça a ensuite été déménagé. C'est ça. C'était volontaire pour trouver cette terre-là. Absolument. Absolument, mais il faut comprendre que la race, pourquoi on risque d'aller encore vers l'Amérique, mais pas nécessairement, ça dépend simplement de la puissance de ceux qui auront à migrer, c'est que normalement, la terre de prédilection de ce qui va naître, c'est toujours une terre neuve. Alors, l'Europe était suffisamment neuve, l'Atlantide ayant colonisé une partie de l'Amérique centrale et surtout les territoires sur l'océan Atlantique, avec des guerres sur une partie de l'ancienne Lémurie, le continent mu. L'Amérique est la terre neuve, avec des vestiges très dissous de ce qui a pu donner, de ce qui a engendré à un moment donné les races rouges, les Incas, Toltecs, etc., qui est un mélange entre la race muviante et la race atlantéenne. Donc, c'était l'Europe qui était le territoire neuf. Par la suite, l'Europe a vu l'Amérique comme étant un territoire neuf. Effectivement, la Chine était occupée, tous les territoires étaient occupés. Le moins peuplé était, à part le Nord, était le phénomène américain. Et il est très occupé présentement, mais avec des races solides. Alors, il faut voir deux choses. S'il y a un conflit militaire mondial, il faudra voir à quoi ressemblera la topographie planétaire après. Il y a des continents et des territoires qui ne seront pas habitables parce qu'ils ne sont plus là. À moins qu'on ait des habits de plongée d'extraterrestres, parce qu'ils vont être sous l'eau. Et il y aura d'autres structures qui vont apparaître. Mais ce n'est pas dit qu'il y aura une guerre. Il n'aurait pas fallu que ça soit isolé, cette partie-là, justement? Plus que ça? Tu vas dire que ça va être isolé politiquement, là, mais quand même isolé physiquement. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui, à un moment donné, vont engendrer des structures plus isolées. Mais étant donné que l'humain s'approche d'un temps où il aura la capacité de vivre en bilocation de conscience, il aura donc la capacité, par transport séraphique, de se retrouver dans un monde parallèle, totalement isolé du monde actuel, et il sera à l'intérieur de ce monde-là aussi consistant que tu l'es présentement dans ce monde-ci, tout en ayant la conscience de cette présence ici aussi. C'est pourquoi je parle s'il y a un apocalypse, de l'apocalypse des autres. Alors, il y aura effectivement une isolation qui va se faire, mais pas dans le sens... On ne peut pas penser à une isolation comme il y a eu dans le passé, où il y avait 1 million d'habitants sur toute la planète, sur tous les territoires immergés de la planète, immergés. Lorsque l'être humain, aujourd'hui, voudra se retirer un peu, il le fait déjà par l'attraction de structures genre cité écologique du Verseau, il veut du style commune, au style société communautaire. Il a déjà la vision, effectivement, qu'il devra se retirer quelque part. Il se retire dans des petits groupes. Il se retirera à un moment donné peut-être dans des micro-sociétés. Et si tout ça ne lui est pas permis, de toute façon, il pourra se retirer dans un monde où il sera totalement l'unique. Mais des choses, justement, comme Cité du Verseau, ces choses-là, c'est pas des gens qui ont eu des mauvais tuyaux? Non, il y a eu des bons tuyaux. La seule chose qu'il y a, c'est que ce qu'ils ne savaient pas, c'est que c'était un tuyau pour tuyauter, pas pour appliquer. Alors, le tuyau devait les amener à entrer en contact avec des mécaniques, mais eux, ils ont voulu appliquer leur vision du monde, du contexte planétaire. Et étant donné que s'il y a de l'animal humain chez toi, n'essaye pas de bâtir un paradis, ça ne sert à rien, ce n'est pas le temps. Alors, depuis des années, que le site écologique du Verseau n'est pas écologique. Ah oui, c'est que des tomates. Bon, d'accord, mais je parle des humains, moi, là. Oui. Il y a 1 an que j'ai un job que j'endure sans trop être conscient. Je ne peux plus supporter l'idée de ne plus supporter ni d'être là, ni d'avoir, ni d'avoir un autre job. Mais pour le fric, je dois rester. Je ne pourrais plus supporter ça 1 an et quart, juste penser que je... Pourquoi me laisse-t-on avec des gens cons et un job sans aucune ouverture apparente? Parce que l'ego peut ne pas être prêt, mais c'est parce que, présentement, vous êtes exactement dans un plan de vie qui est ajusté à ce que vous êtes. Vous savez, on peut changer d'emploi comme ça, se promener sans arrêt, et puis finalement toujours retomber dans des similitudes. Il peut y avoir comme des semblants d'amélioration, mais finalement on s'amuse.
La personne, elle va changer lorsqu'elle exprimera autre chose que ce qu'elle est présentement. Elle n'est pas encore suffisamment aristocrate, donc elle n'a pas encore réussi à laisser par les pores de sa peau transpirer suffisamment d'intelligence. Il lui manque d'esthétisme. Et je ne dis pas que c'est une mauvaise personne. Ce que j'explique, c'est que ce n'est pas une question de désir de l'ego qui va faire en sorte qu'on va s'en sortir. Ce n'est pas non plus une question d'être écœuré qui va faire en sorte qu'on va s'en sortir. Et l'écœurement de l'écœurement va faire en sorte qu'on va bouger pour bouger les choses. Il y a un raffinement qui doit se faire dans l'esthétisme endoformique de l'individu en général pour qu'à un moment donné, progressivement, les choses changent. N'oubliez pas, quand vous descendez dans un trou, quand c'est le temps que vous vous en sortiez, ben, il faudra maintenant qu'on rembourre, qu'on bouche le trou pour que vous remonter. L'individu peut s'en sortir par le processus du miracle, mais c'est assez exceptionnel. Ça va être de plus en plus évident. La personne ici, elle ne peut pas changer parce qu'elle a de la compréhension astrale, elle a un peu de savoir supramental, mais elle n'a pas suffisamment de rayonnement, c'est-à-dire qu'elle n'est pas encore suffisamment aristocrate. Elle va dire, ben oui, mais câlisse, je m'habille bien. C'est ça. Ce n'est pas suffisamment aristocrate. Il y a des choses qui font, et je ne parle pas de jouer les choses, je parle d'exprimer de l'intelligence dans un esthétisme qui est inhérent à l'intelligence supramentale, et ça va venir. La personne, il lui manque encore des choses. Bon, elle dit, je ne pourrais pas supporter ceci, cela, menacez l'intelligence tant que vous voudrez, ça ne va rien servir. Ça vous amène à l'écœurement de l'écœurement. On doit commencer à appliquer des choses. L'emploi, puis le ceci, puis le cela, c'est réellement très tertiaire. Ça devient primaire au niveau de l'ego parce que ça devient emmerdant. Alors, je comprends l'individu, il a raison. Mais il n'est pas prêt. Il peut être prêt dans 2 jours, mais il n'est pas prêt. Il doit s'aristocratiser. Énergétiquement. C'est pas d'avoir de l'argent, alors. Mais un aristocrate doit être capable de le reconnaître. Je parle d'un aristocrate supramental. Il doit être capable de le reconnaître. Vous savez, on est capable de reconnaître des conscientisés. Mais les transportables, c'est ceux qui, à un moment donné, arrivent à ce qu'on appelait la chevalerie planétaire, à une aristocratie planétaire. Et il y en aura. Quand un aristocrate est capable de vous reconnaître, c'est que vous êtes aristocrate. Sinon, ils diront, vous êtes aristocratisable, conscientisable. Il manque encore des petites choses. Réchappable. Oui, réchappable. Ou rechappable. Tu peux-tu répondre à celle-là? Je mets une fusée dans un gymnase, lorsque 4 adolescents ont pénétré en voulant m'insulter de façon indirecte. J'ai continué à magnifiser tout en restant vivant. C'est alors qu'on faisait rebondir près de moi une balle de tennis. Pas trop pire, c'était pas du medicine ball. J'ai continué à rester couché et à toujours magnifiser. Puis la balle m'a touché. C'était pour moi inintelligent de me faire toucher de la sorte. Alors, spontanément, je me suis assise et ai gardé la balle dans la main tout en me recouchant et en magnifiant à nouveau. Alors, le chef des 4 m'a dit que son ami voulait avoir sa balle. Je pense pas pire, je suis pas eux autres, je suis l'autre. Son ami va à la balle, c'est bien. C'est typique. Je me suis alors assise avec un sourire, les regardant droit dans les yeux, et je me suis mise à leur parler mentalement. Les 4 adolescents étaient totalement déroutés. Ils se sont en allés en pensant que j'étais une personne qui faisait du yoga. Est-ce que c'est cela se centrer dans son intelligence? Si oui, c'est tellement différent qu'une partie de moi a peur. Bon. C'est évident que c'est totalement ça si l'ego n'est pas là. Une partie d'elle a peur, c'est évident, quand les choses fonctionnent, il y a toujours un ego pour nous dire que c'est pas correct. J'expliquais vendredi dernier qu'il y a des humains qui sont heureux, sont tellement heureux qu'ils en sont malheureux parce qu'ils ne se retrouvent pas dedans le bonheur. Pas habitué. Il y a des expressions qui semblent être un petit peu égoïques dans ce que la personne explique, dans ce qu'elle a vécu. Et en même temps, il y a des expressions qui semblent, bon, elle se relève avec le sourire. Normalement, un animal humain ne fait pas ça. Imaginez que toutes les personnes qui méditent, ou qui magnétisent, ou etc., qui cherchent le calme, lorsqu'ils se font déranger, ils sont frustrés. Elle ramasse la balle, elle décide de garder la balle, c'est typique de l'animal humain. Et peut-être que cette fois-là, ce n'était pas l'animal humain. Les individus reviennent, ils lui parlent, elle se lève, elle sourit. C'est pas typique, ça, de l'animal humain. C'est donc très intéressant. La personne, elle en a peur. Pourquoi? Parce que ça fonctionne. Mais elle doit vous habituer, à un moment donné, à cesser d'avoir peur du résultat, parce que le résultat, il est bien, puis ce qu'elle a vécu là, c'est peanut. Même pas écaillé. C'est évident que ça fonctionne.
Ça dépend où tu reçois la balle. Évidemment. C'est fini. Le temps que tu dises. Prenez votre corps et bougez là.